Merci, je disais merci, mesdames et messieurs les délégués, bienvenue, bonjour, je suis content de vous retrouver. Je vais ouvrir mon intervention, une fois n'est pas coutume, en parlant politique. Il ne s'agit pas de savoir si la politique intéresse ou pas, il ne s'agit pas de savoir si les Français s'estiment de gauche, de droite ou du centre, si les politiques menées privilégient aux yeux du plus grand nombre les catégories les plus aisées ou d'autres, s'il existe même un clivage social entre le haut et le bas, il s'agit de savoir si la plupart des citoyens d'une démocratie moderne, telle que la France, se considèrent effectivement impliqués dans cette démocratie. Savoir si notre démocratie fait encore sens aux yeux du plus grand nombre, ou si des pans entiers de notre société s'en estiment soustraits désespérément ou non. Pour cela, il est nécessaire de concevoir que notre démocratie est en réalité une figure de Janus, mi-lumière, mi-ombre. La première face de notre démocratie est la plus familière parce qu'elle s'anime sous la lumière médiatique. Elle est celle des candidatures, des campagnes électorales, des rapports de force politique, des règles du jeu et des résultats des scrutins. La seconde face est bien plus obscure, sociétale et humaine. Elle est la façon dont chacun de nous, en tant que citoyen, vit la démocratie, que l'on soit homme ou femme, jeune ou plus âgé, ouvrier ou cadre, résidente en ville ou en milieu rural. Quelle signification donne-t-on à la démocratie et qu'en attend-on? Quelle place y réserve-t-on dans nos vies et pour nos vies? Quel rôle aspire-t-on à y exercer? Cette face cachée est essentielle parce qu'elle concerne la démocratie vue par ses citoyens, c'est-à-dire par chacun de nous, et touche en cela même son cœur, loin de la démocratie formelle, la réalité de nos vies de démocrates. Elle touche aussi, mesdames et messieurs les délégués, la réalité de nos engagements au sens de l'économie sociale et solidaire. Que voulons-nous encore dire? Nous qui sommes les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans cette région, avec qui devons-nous parler? Avec qui pouvons-nous parler? Avec qui pouvons-nous construire? Si nos entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs, si elles encadrent strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent, si le profit individuel est proscrit, si les résultats sont réinvestis et si leurs ressources financières sont généralement et en partie publiques, alors la question de savoir avec qui devons-nous parler, avec qui devons-nous agir, se pose forcément. Tant pour demain, au plan national, qu'immédiatement pour nous, ici, au plan régional. Si nos valeurs communes, nos principes communs sont l'utilité sociale, la coopération, l'ancrage local, adapté aux nécessités de chaque territoire et de ses habitants, nous ne pouvons pas considérer que les élections régionales, dans un contexte bien particulier, propre à cette région, seront sans conséquence pour nos entreprises de l'économie sociale et solidaire. S'il s'agissait d'attendre que le résultat du scrutin porte à la tête de l'exécutif régional une candidate ou un candidat de gauche, de droite ou du centre, je me dois de vous dire que je ne serai pas inquiet. Pour notre chambre régionale, et pour vous,
mesdames et messieurs qui êtes les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans cette région, permettez-moi d'être beaucoup plus inquiet si la région devait, demain, prendre la couleur du Rassemblement national. Si ce que j'évoque ici, aujourd'hui, devant vous, venait à se produire, il nous faudrait, ensemble, prendre des décisions importantes. Je dirais même prendre une décision importante pour notre Chambre régionale. Décider de maintenir une relation avec cette région ou décider de ne pas avoir de relation du tout. Vous le verrez, dans le rapport d'activité qui vous sera présenté, l'année 2020, en raison de la crise sanitaire, n'a pas permis les manifestations prévues à son agenda. Je pense à l'inauguration de la Maison de l'économie sociale et solidaire, au salon des achats responsables qui devait se tenir au parc Chano, le salon ESS Sud, l'inauguration du Club des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, le lancement prévu du fonds d'investissement InvestPACA avec 2 manifestations, l'une à Marseille, l'autre à Paris. La Covid ne nous a pas permis non plus la tournée des territoires telle que nous l'avions souhaité, ne nous a pas permis de tenir toutes les réunions d'information, d'échange et de formation pour nos entreprises adhérentes, de tenir normalement nos réunions statutaires. Pour autant, et je veux ici les remercier, nos collaborateurs avec leurs directeurs ont su s'organiser efficacement pour répondre aux besoins de nos adhérents, pour les contacter et les assister. Et une équipe d'élus a su être réactive et s'organiser pour répondre à toutes les sollicitations qui émanaient de l'État, de la préfecture de région, de la région. Notre Chambre s'est organisée vite et bien avec le concours de tous, y compris dans les territoires. Au début de la crise, je me souviens, je vais vous citer l'exemple des Hautes-Alpes, où Jean-Claude Ayrault qui nous faisait remonter ce qu'étaient les inquiétudes, les besoins, les craintes des acteurs sur le terrain. Notre Chambre a été de toutes les réunions pour faire remonter ces besoins. Notre Chambre a joué son rôle, soyez-en assurés. Et vous voyez, et cela peut surprendre, notre Chambre, dans cette période de crise sanitaire si particulière, notre Chambre a vu sa reconnaissance grandir auprès de l'État, auprès de la région. En 2020, notre Chambre régionale s'est adaptée. Notre Chambre, mesdames et messieurs, a été présente et active. Présente pour ses entreprises parce que c'est son rôle, présente face au pouvoir public parce que c'est son rôle, présente avec ses équipes de salariés et d'élus parce que c'est son rôle. Alors, parce que nous aurons à faire le bilan, et l'Assemblée générale de l'année prochaine nous en donnera l'occasion, nous serons au terme du mandat que vous nous avez confié, et nous regarderons ensemble si la feuille de route que vous aviez votée a été réalisée. Nous aurons aussi à regarder ensemble ce qu'il en aura été de cette crise sanitaire, économique, sociale, à regarder ses conséquences, et il y en aura forcément, nous le savons déjà. Je voudrais vous dire, pour conclure, qu'avec la logique de l'ultralibéralisme, qui réside dans une disparition quasi totale des services publics, la conséquence, elle est sous nos yeux. Le système sanitaire de la 5e puissance mondiale a résisté, certes, mais au prix des efforts exemplaires de femmes et d'hommes qui ont tout donné pour que la valeur de solidarité ait encore un sens.
Les délocalisations opérées par des multinationales sans foi ni loi ont privé la France de toute son industrie pharmaceutique et de son approvisionnement en composants médicaux. Et j'emprunte ces mots volontairement à mon ami Jean Gattel, la croissance idolâtrée peut comporter plus de dangers que de satisfaction. Aujourd'hui, certains déjà appellent à ce que tout reprenne comme avant, vite, toujours plus vite et très vite. Mais pour nous qui avons cette volonté collective d'imaginer un autre modèle de développement économique, solidaire, social et écologique, et puisse un jour cette issue triompher, dans l'attente, dans cette attente, je pense que nous aurons, nous, ensemble, encore fort à faire.